Salut mes petits poulets, j'espère que vous allez bien, moi je suis en pleine forme. Et ça tombe bien parce que le chapitre qui nous attend, il sent pas très bon le fun et la bonne humeur. Il s'intitule Permanence et mutation de la société française jusqu'en 1914. Oui, c'est le chapitre 7 du programme d'histoire de première et c'est de l'histoire économique et sociale. Donc comme c'est pas super funos, moi je vais tout donner pour rendre ça plutôt intéressant et même plutôt marrant. Non, ça ne sera jamais marrant, mais on va rendre ça intéressant. La problématique que je pose est la suivante. Quel est l'impact et quelles sont les conséquences des transformations économiques sur la société française de la Troisième République entre 1870 et 1914 ? Je vous l'ai dit, c'est de l'histoire économique et sociale. C'est pas fun, mais c'est comme ça. Alors, il y a deux principales notions que je vous propose, celle de seconde révolution industrielle et celle de progrès. La seconde révolution industrielle, c'est la seconde phase de cette industrialisation qu'on a déjà vue, qui engendre des mutations économiques et sociales profondes à partir des années 1870. La deuxième notion, c'est celle de progrès, et le progrès, ce sont des évolutions positives, sociales, politiques, économiques, culturelles, qui permettent une meilleure vie et un bien-être au sein d'une société. J'aurais aimé qu'on fasse un peu de philo pour voir que le progrès n'est pas aussi simple que cela, surtout à notre époque actuelle, mais en réalité, je me contente d'être un prof d'histoire géo comme je peux, donc prof de philo, c'est pas pour tout de suite. Accrochez-vous, je suis chaud, sa race, on y va. Alors oui, après la première révolution industrielle du début du 19e siècle, à partir de 1870, on a une seconde révolution industrielle. Juste pour que ce soit clair pour tout le monde, l'industrialisation, c'est une phase durant laquelle l'économie laisse l'industrie prendre le dessus par rapport à l'agriculture. C'est l'industrie qui va être le moteur économique et non plus l'agriculture. La croissance de la production est soutenue de 1896 à 1914. Le taux de croissance industrielle moyen est de 2,4% par an. Ce sont des chiffres pas toujours très fun, mais qui sont très explicites. C'est énorme. À la base, c'est le charbon et la vapeur qui sont les sources d'énergie majeures, mais dans cette seconde révolution industrielle, ce sont l'électricité et le pétrole qui vont s'imposer comme des piliers. Les inventions et les innovations vont stimuler la consommation et la production des Français, et dans les usines, les marteaux-pilons sont toujours plus gros, toujours plus massifs, et permettent de forger de plus en plus de métal. Il y a également des presses hydrauliques plus performantes qui vont commencer à remplacer les marteaux-pilons qui sont un petit peu trop massifs. À Paris, on a l'exposition internationale d'électricité en 1880, ainsi que l'exposition universelle de 1900 qui montre un palais de l'électricité, et tout cela plonge les Français dans une espèce de folie symbolisée par la fée électricité. C'est une expression de Paul Morand qui montre que le progrès et la modernité ont trouvé leur symbole, l'électricité. Par ailleurs, le textile connaît une apogée en France et représente 30% de l'activité industrielle dans les années qui nous concernent. Il y a des innovations de la sidérurgie pour répondre à une forte demande en acier des industries mécaniques, et il y a également des nouveaux transports et des infrastructures urbaines qui se développent. Par ailleurs, la chimie est très active pour produire des engrais ou des textiles artificiels, et ces secteurs vont finir par s'organiser pour produire de plus en plus vite. C'est ce qu'on appelle le fayolisme. C'est quoi ? Globalement, c'est l'ancêtre du management, l'ancêtre de la théorie d'organisation administrative, et ça s'appelle fayolisme parce que ça vient d'un ingénieur français qui s'appelle Henri Fayol. De plus, cette seconde révolution industrielle, elle accélère l'urbanisation. On trouve du travail désormais dans les villes. Souvenez-vous de l'exode rural, c'était la première période. Et bien là, le travail y est déjà installé et ça attire de plus en plus de travailleurs. Le taux d'urbanisation passe de 31% en 1870 à 44% en 1911. La croissance va profiter principalement aux agglomérations où se forment les premières banlieues ouvrières. On voit le terme de banlieusard apparaître vers 1880. Il y a également la naissance de nouvelles villes industrielles comme la ville, certes très laide mais très industrielle, du Creusot. La Grande Dépression entre 1873 et 1896 accélère le déclin des campagnes. On l'appelle Grande Dépression d'un point de vue agricole. Il y a des nouvelles concurrences mondiales qui font baisser les prix et les revenus agricoles. Les agriculteurs et agricultrices gagnent de moins en moins d'argent. Le nombre de batteuses à vapeur est multiplié par 3 entre 1882 et 1896 et il va y avoir une accélération de l'exode rural à partir des années 1870. Les petites industries rurales vont reculer au profit de grandes entreprises urbaines. Il y a une inégalité et un fossé qui se creuse entre les villes et les campagnes.
Par ailleurs, il y a une importance majeure des transports. On va généraliser les nouveaux transports, chemins de fer ou bateaux à vapeur, et cela va rendre les Français et Françaises plus mobiles. Les lignes ferroviaires vont tripler entre 1880 et 1910, permettant de désenclaver les campagnes, c'est-à-dire de les sortir de leur isolement. Les tramways et les trains de banlieue vont accompagner la croissance des villes et l'apparition des banlieues et des banlieusards. Et à Paris, le métro, qui est inauguré pour la première fois en 1900, transporte 467 millions de passagers en 1913. C'est délirant! Ces évolutions sont suivies d'évolutions dans le monde du travail. La part croissante des grandes entreprises industrielles provoque une augmentation du nombre de salariés au détriment des producteurs indépendants comme les artisans ou les agriculteurs. Vers 1900, 58% des personnes actives, c'est-à-dire les personnes qui travaillent avec un contrat, sont des salariés. La population active, donc je viens de la définir, passe de 15 millions en 1870 à près de 21 millions en 1914. Jusqu'au milieu du 19e siècle, un actif sur 3 était agriculteur, mais en 1914, les paysans représentent 40% de la population active. C'est un déclin agricole et une expansion majeure du secteur secondaire, c'est-à-dire le secteur industriel. Les grandes usines vont attirer ces travailleurs agricoles vers le monde ouvrier. Le secteur tertiaire, quant à lui, se développe également. On a de plus en plus de personnel administratif, de banques, de commerce, etc. Au 19e siècle, les femmes vont jouer un rôle important dans les secteurs de l'agriculture et de l'artisanat à domicile. L'industrialisation va apporter des emplois salariés qui permettent de voir émerger une nouvelle figure, la figure de l'ouvrière. En 1914, la part des femmes dans la population active atteint 36%. C'est un vrai progrès comparé au 19e siècle et aux années précédentes, bien sûr. La France a une faible natalité et c'est donc le premier pays industrialisé d'Europe à faire appel à l'immigration pour avoir de plus en plus de travailleurs. À défaut de faire des gamins, attirons des étrangers. En 1889, une loi va fixer les conditions de la naturalisation, c'est-à-dire des moyens pour devenir français ou française. Il faut avoir vécu 10 ans dans le pays et dans ce cas, un immigré peut devenir français ou française. La main-d'œuvre étrangère présente des avantages, on les paye moins, donc il y a des salaires moindres, ils revendiquent moins de choses parce qu'ils sont là et ils ne veulent pas se faire mal voir pour rester au moins 10 ans dans le pays, donc il y a des faibles revendications, et les immigrés sont de plus en plus flexibles, c'est-à-dire qu'ils et elles ne demandent pas beaucoup de conditions fixes, on peut les utiliser un peu comme on le souhaite. Les tensions sont néanmoins fréquentes à cause du racisme. En 1893, par exemple, 8 ouvriers italiens sont massacrés à Aigues-Mortes. On les appelle notamment les Ritales et il y a des actes de racisme et de violence de plus en plus courants. Au début du XXe siècle, la France métropolitaine compte plus d'1 million d'immigrés et vous le voyez, il y a une transformation majeure grâce à l'immigration, grâce aux évolutions économiques et grâce à l'émergence de la figure des ouvriers, des ouvrières, des banlieusards, des banlieusardes. Bref, c'est incroyable de voir comme la population augmente, évolue, se transforme entre 1870 et 1914. Changes. Don't wanna be a richer man.